Rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Smart & Strong après un hiatus de plusieurs mois. Et voilà, je cherchais un moyen tout simplement de revenir un peu sur YouTube et de vous apporter du contenu de qualité. Et donc ici ce sera un contenu qui sera un petit peu différent parce que j'avais envie de vous parler en fait de l'étude de cas dont on va parler. Ce truc c'est que j'ai tellement de choses à dire que j'ai pris beaucoup de notes et je vais a priori lire un peu mes notes. Digresser un petit peu, mais je vais essayer de t'amener un petit peu une vision un peu différente du coaching, en fin de compte, qui sera peut-être un peu plus en rapport avec mon expérience en tant qu'étudiant en kiné. Et donc, je trouve que c'était un bon moyen pour réintégrer YouTube, et donc de te faire part de ce cas de figure particulier. Alors, ce cas de figure, c'était quoi? C'est un de mes athlètes que je coach, qui m'a fait dernièrement part de sa réticence à réaliser un exercice, en me demandant carrément de retirer l'exercice de son programme d'entraînement. Et comme dans le titre de la vidéo je le dis, on sait qu'on va parler de deadlift, d'exposition gradée et plein d'autres concepts intéressants. Donc, je pense partager cette vidéo avec toi, parce que ça pourra vraiment t'être utile, je pense, autant en tant qu'athlète que coach. Et avant de commencer, avant que je commence à lire un peu tout ce cas, je t'invite à dire si le concept te plaît, s'il y a d'autres cas sur lesquels tu voudrais que je me penche, et partage également avec moi la façon dont toi tu aurais choisi de gérer la situation. Allez, on est parti, et je vais commencer par t'expliquer l'historique du sujet et poser le contexte. Alors, il faut savoir que c'est le plus ancien des lifters sous ma supervision. Ça fait bientôt 2 ans que je m'occupe de lui de manière hebdomadaire, ainsi que de la programmation et du coaching. Son objectif principal est le développement physique et de temps à autre, nous dédions un bloc d'entraînement ou l'autre au développement de la force. Nous avons testé ses max pour la dernière fois il y a 16 mois et depuis sa force a encore grimpé. Il y a maintenant 1 an, il a commencé à présenter des difficultés avec son deadlift, ne se sentant pas à l'aise et se blessant même à 2 reprises avec quelques mois d'intervalle. La première fois avec une intensité absolue importante et la seconde fois avec une intensité absolue bien plus faible. Dans le premier cas, avec l'intensité absolue importante du coup, il y avait très peu de volume, et dans le second cas, où il y avait une intensité absolue plus faible, il y avait beaucoup plus de volume. Suite à sa blessure, nous décidons donc de mettre de côté le deadlift, et revenons à un entraînement beaucoup plus orienté en hypertrophie, dans lequel le deadlift n'est pas indispensable. Nous enchaînons alors 4 blocs d'hypertrophie et un bloc de resensitisation, afin de le primer pour les phases d'entraînement subséquentes, et sur sa demande, nous décidons d'entamer une préparation en force. Alors, puisque le deadlift a été retiré depuis plusieurs mois, c'est à ce moment-là que j'en profite pour réintégrer le deadlift, auparavant mis de côté, car comme je l'ai dit, pas indispensable pour le travail hypertrophie. 2 séances sont prévues par semaine, une qui se compose d'un top set et de 3 répétitions à RPE moyen, 6 en l'occurrence, qui lui permet d'autoréguler, et je lui laisse en plus la consigne qu'il a le droit d'undershoot et que l'idée est surtout de se mettre en confiance, et que l'important n'est donc pas de soulever, la charge qu'il va soulever. La seconde séance est composée de séries de 6 en halting deadlift entre 50 et 56% de son ARM. Cela ne devrait pas présenter un stress très important et ce sera donc une très bonne introduction pour le remettre dans le bain, sachant qu'il a des difficultés au démarrage sur le deadlift. En fin de semaine, après avoir réalisé du coup les 2 séances de deadlift, il me dit qu'il ressent une forme d'inconfort dans le bas du dos, surtout lors de réalisation du halting deadlift, et qu'il sent qu'il va finir par se blesser. Il pense donc que le deadlift n'est pas un exercice important ni fait pour lui. Alors voilà, ça je me retrouve avec un deadlifter avec lequel j'ai une relation de confiance, que j'entraîne depuis le plus longtemps. C'est avec lui que j'ai un peu fait mes armes, et donc je me dis bah merde, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il ait peut-être envie de réintégrer le deadlift, et en tout cas qu'il soit un peu plus en confiance. Ben justement, je vais t'en parler, mais avant de t'expliquer comment moi je l'ai fait, je vais te parler de la prise en charge qu'on a fait suite à la blessure. Alors, il a commencé par aller voir un médecin, après sa 2e blessure, un médecin du sport qui est réputé dans la région, médecin qui lui a malheureusement conseillé d'arrêter de pratiquer le mouvement. Si tu me suis, tu sais que, en général, c'est pas une méthode ou une solution que je recommanderais. Enfin, du coup, il est assez stressé, il se dit que le mouvement n'est pas bon pour lui, en plus le médecin l'a dit, donc je suis un peu dans une situation délicate, je ne peux pas trop faire ce que je veux sans risquer de briser un peu cette relation et cette confiance qu'il me donne. Du coup, en parallèle, je remplace les deadlifts par des hip thrusts et du one leg stiff leg deadlift. Ces exercices ne se sont pas révélés être des catalyseurs de la douleur, ce qui a permis de progresser vers des exercices où la composante de hinge était encore plus importante.
C'est à ce moment-là que les good morning font leur apparition. Mais observation avec ceci, aucune douleur, ce qui nous a laissé la possibilité de réintégrer du deadlift, toujours avec une composante de hinge majoritaire, vu que le hinge ne réveille pas de douleur. Du coup, des exercices de deadlift avec du hinge, on se retrouve majoritairement avec du Romanian deadlift et du stick left deadlift. Il n'y a toujours pas de douleur, et ça, malgré le fait que l'intensité relative et l'intensité absolue augmentent progressivement. À la suite de toute cette progression, qui se déroule sur le cours de 6 mois, je me décide de réintégrer du deadlift classique dans son programme, puisque celui-ci veut que nous entamions une préparation de force. Alors, si j'ai tenté de mettre en place une progression logique et graduelle afin de réintégrer le deadlift, le médecin qui l'a consulté avait malheureusement contribué à accentuer la crainte de mon athlète envers le mouvement avec un discours de nocebo. De là, comment faire en sorte de lui faire comprendre pourquoi intégrer ce lift tant redouté. Alors ici, je vais te présenter plusieurs angles d'attaque qui devraient pouvoir t'aider si toi tu te retrouves avec un lifter qui ne veut pas réaliser un mouvement, ou alors si toi en tant que thérapeute, kiné, tu te retrouves à des gens qui ont un effet, qui ont peur d'un mouvement, qui présentent une forme de kinésiophobie, et éventuellement si tu es un athlète, tu pourras comprendre pourquoi ton coach, ton thérapeute a envie de pousser à ce que tu réalises ces mouvements en fin de compte. Ça va ? Alors, parmi les angles d'attaque, voilà ce que je propose. Dans ce cas, et comme avec un patient lombalgique, mais c'est ce que c'est ici, le deadlift réveille une douleur dans le bas du dos, une gêne, un inconfort. Dans ce cas, et comme avec un patient lombalgique souffrant de kinésiophobie, de croyances de catastrophisation et d'anxiété liées à la réalisation de certaines tâches, il y a une bonne part de travail comportemental à effectuer. Alors, bien évidemment, cela peut se révéler compliqué en tant que coach, mais avoir en tête les quelques informations qui vont suivre peut t'aider. Typiquement, dans le cas que je décris aujourd'hui, le sujet voulait éviter le deadlift et le soulever avec un départ du sol. S'il peut paraître a priori innocent de ne pas pouvoir réaliser un mouvement sportif, je pense que cela peut se révéler problématique et particulièrement dans ce cas. Rares sont les êtres humains, pour ne pas dire quasiment inexistants, qui ne se sont jamais confrontés à l'action de devoir ramasser un objet, des sacs de course ou un objet d'un certain poids à même le sol. Je pense donc que ne pas avoir peur de ramasser une barre ou tout objet depuis le sol est une compétence indispensable pour vivre sa vie quotidienne pleinement. La première chose à envisager est de rassurer le sujet. Lorsqu'on s'entraîne depuis un certain temps et avec une certaine intensité, il est normal de faire face à certaines blessures. L'important est de faire en sorte que ces blessures ne soient pas trop graves et qu'elles ne soient pas trop fréquentes. Ce n'est néanmoins pas une excuse pour sans cesse se blesser. Si tu veux savoir un peu plus sur quels sont quelques conseils que je propose pour quand tu te blesses ou pour éviter de te blesser, je mettrai 2 articles en lien de cette vidéo que tu peux aller lire et qui devraient pouvoir t'aider à envisager ça de manière un peu plus sereine. Une fois que c'est fait, il peut être intéressant d'éduquer le coaché, le patient, sur la conception de la douleur. La douleur est complexe, c'est une expérience individuelle unique. Et le message le plus important, surtout, ressentir de la douleur ne veut pas forcément dire qu'il y a un dommage. Ça, voilà. La douleur dans certains cas peut avoir une origine physique, lorsque tu te coupes le doigt, et à d'autres moments elle peut aussi être liée à une expérience, et ne pas avoir d'origine physique, comme lors d'une peine de cœur. Un exercice provoquant une douleur ne veut donc pas dire qu'il y a des risques pour ta santé, ou pour ton organisme, ou que tu vas te blesser. Jouer sur la douleur n'est pas toujours suffisant, sur la conception que le patient ou que le coaché peut se faire de la douleur. Il peut être intéressant de notifier que le corps guérit et s'adapte et progresse. C'est une magnifique œuvre, résiliente par nature, qui tend à devenir beaucoup plus résiliente lorsqu'elle est confrontée à des situations difficiles, stressantes. C'est une étape obligatoire pour devenir meilleur, s'améliorer et évoluer. Ensuite, une fois que le sujet comprend qu'il peut bouger et qu'il doit le faire, réintégrer les mouvements induisant de la peur, de l'anxiété et même de la douleur devrait être la priorité. Ah oui, il faut. Cela va permettre également d'augmenter le sentiment d'auto-efficacité, de réduire la peur du mouvement, la kinésiophobie, et de réduire aussi ses croyances de catastrophisation. Alors, comment y parvenir? Eh ben, via l'exposition gradée. Ah ben oui, c'est le titre de la vidéo, fallait bien que j'en parle à un moment, hein. Non, on n'est pas d'accord. Du coup, qu'est-ce que c'est que l'exposition gradée? C'est un concept expliqué par Georges et Zapieri en 2009 dans leur article Physical Therapy Utilization of Graded Exposure for Patients with Low Back Pain. Magnifique accent. Tu peux retrouver la référence dans la description également.
L'idée ici, c'est qu'il faut utiliser des mouvements induisant de la peur comme clé de voûte du traitement. Du coup, si le type a peur de se pencher en avant pour ramasser un objet, ce qu'on veut faire, c'est le faire se pencher en avant pour ramasser un objet. Seulement, petit tour de magie pour ne pas faire le sujet, ils sont introduits avec une durée, une fréquence et une intensité qui ne provoquent pas de douleur au départ et qui minimisent également l'apparition de la douleur. On jouait sur les facteurs, on commence à jouer sur ces facteurs du coup d'intensité, de fréquence et de durée. Si l'exposition n'a pas je recommence. On joue sur les facteurs d'intensité, de durée et de fréquence. Si l'exposition précédente, du coup à ce mouvement, n'a pas augmenté la peur liée à l'activité. À ce moment-là, on augmente l'intensité, la durée, la fréquence d'exposition. Et éventuellement, on peut faire les 3 à la fois, 2 à la fois, 1 à la fois. Ça dépend un petit peu de la confiance que va avoir le patient ou le coaché envers le thérapeute ou le coach. Et enfin, ça dépend aussi de ses capacités et d'où il vient. En gros, c'est un principe de surcharge progressive. Alors, cette surcharge progressive dont je parle, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je la mettrai en vignette ici au-dessus. Elle doit être néanmoins un peu plus lente, graduelle et explosée, en fin de compte, que pour un cycle d'entraînement classique. Même si le corps s'adapte, il faut que la confiance du sujet en ses capacités se développe, et cela peut prendre du temps, parfois des semaines, parfois des mois. Et donc, ici, il faut un peu concevoir qu'on n'est pas dans le même cas que pour maximiser la performance. On veut un retour à une capacité fonctionnelle de base, et puis on poussera vers la performance. Mais dans un premier temps, il faut être un peu plus patient avec le sujet. Alors, maintenant que j'ai évoqué l'approche théorique, comment ai-je appliqué ces différentes idées? Eh bien justement, c'est très simple. Outre l'approche comportementale dont je t'ai parlé, tu vois, toute cette peur, cette peur du mouvement, les croyances de catastrophisation et tout ça, eh ben, il faut jouer là-dessus, dire aux patients que c'est normal, que la blessure, elle fait partie du cycle d'entraînement, et donc ben, dire aussi que la douleur, il ne faut pas forcément dire qu'il y a des dommages. Eh ben, moi j'ai commencé à monitorer plus précisément l'entraînement. Je lui ai demandé de compléter des indicateurs sur son état de stress, sur son sommeil et son alimentation. De cette manière, je peux connaître l'état dans lequel il est avant de commencer sa séance. Et depuis lors, je lui demande également de me dire si la séance réalisée a entraîné des courbatures ou une fatigue normale, modérée ou importante. En conjonction avec un tableau qui reprend chaque pattern de mouvement ou muscle travaillé, en fonction de si c'est un athlète qui travaille plutôt sur un entraînement physique ou sur un entraînement performance, eh ben, il va m'indiquer pour du coup, chaque pattern de mouvement ou chaque groupe musculaire la même chose. Donc s'il a une fatigue ou des courbatures plus importantes que la normale, qu'elles sont normales ou qu'elles sont vraiment très importantes. Ça me permet de réguler l'intensité, le volume en fonction de la fatigue de la semaine et de progresser au fur et à mesure d'un cycle d'entraînement et savoir quand il faut deload ou pas. En couplant ces deux outils avec suffisamment de données et après un temps suffisamment important pour que je puisse apprendre à connaître le lifters, ça me permet d'avoir une idée de quand augmenter l'intensité, le volume, l'un ou l'autre, les deux en même temps, quand effectuer un deload, ou quand continuer à pousser lors d'un bloc d'entraînement. Dire, tiens, c'est normal, à chaque bloc d'entraînement, tu as un état de fatigue avant d'avoir un état de forme, ou justement, ton état de fatigue continue de s'accroître, du coup, il est peut-être temps de deload. C'est un moyen de contrôler la fatigue, enfin, pas forcément de la contrôler, mais au moins de savoir comment elle évolue. Et puisqu'on sait que de trop nombreuses blessures arrivent lorsque la fatigue est trop importante, c'est un moyen de s'assurer que je ne pousse pas trop l'athlète. Et ça permet aussi de se dire, même si lui il a envie de pousser encore un peu plus, mais que sa fatigue devient, selon moi, un peu trop importante, ça permet de me dire, tiens, on va intégrer un deload pour éviter justement de pousser trop et de faire en sorte que tu te blesses. Ensuite, j'ai déjà évoqué un peu cette progression un peu plus haut, mais dans ce cas, mon approche de l'exposition gradée, je l'ai faite de cette façon. J'ai remplacé le deadlift par des mouvements beaucoup plus simples, en fin de compte, le hip thrust et le one leg stiff leg deadlift. De cette manière, j'aurais introduit une composante de hinge moins technique, pouvant être chargée avec un risque minime de venir réveiller une douleur au niveau lombaire. Le one leg stiff leg deadlift est là afin de travailler sur le contrôle moteur des muscles de la chaîne postérieure, tout en travaillant le ramasser depuis le sol. Du coup, qui fait peur, et donc qui pour moi doit faire partie du programme d'entraînement. Après une certaine période d'exposition, j'ai remplacé le hip thrust par du seated good morning. De par le mouvement, on se rapproche un peu plus d'un deadlift, parce que le hinge qui est demandé ici demande plus de rigueur et de contrôle qu'un hip thrust. C'est donc une progression tout à fait valable. De là, la progression logique était de revenir vers un good morning traditionnel, augmentant aussi l'amplitude, la demande au niveau de la stabilisation.
Enfin, avant de réintégrer les deadlifts, nous sommes passés par des RDL, Stiff Leg Deadlift. C'est un exercice sur lequel cet athlète en particulier est beaucoup plus à l'aise. L'idée ici n'est pas de dire que c'est un exercice pour lequel il faut impérativement passer avant de réintégrer le deadlift, mais il faut trouver le ou les mouvements qui peuvent mettre le sportif en confiance. L'idée est alors d'augmenter le sentiment d'auto-efficacité et de compétence. Cela va permettre également de rassurer et de renforcer la relation de confiance entre le sportif, patient et le coach thérapeute. Donc ici on est plutôt sur ces mouvements-là ont plutôt été mis pour contribuer également à augmenter la relation de confiance, et du coup cet exercice-là a plutôt une composante comportementale en fin de compte que plutôt physiologique de stresseur. Et voilà, du coup il faut un peu mixer les deux, et dans ce cas-là, pour cet athlète-là, c'était l'exercice idéal parce qu'il avait des bonnes sensations dessus, pas de peur du tout, malgré le fait qu'on soit sur un deadlift, malgré le fait qu'il peut venir toucher le sol, mais le fait d'avoir beaucoup plus de hinge apparemment lui permet d'avoir beaucoup plus de tension, et donc d'être beaucoup plus à l'aise sur le mouvement. Quand il a fallu réintégrer le deadlift, ce qui n'a pas été pratiqué depuis des mois, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à être intéressantes. Si nous avons pu progressivement nous rapprocher du mouvement induisant de la peur, en jouant sur le principe de variation tout en renforçant les principaux muscles de la chaîne postérieure, le gros du boulot restait à faire. Alors, comment réintégrer ce mouvement? Comme évoqué dans le principe d'exposition gradée, en jouant sur l'intensité, sur la fréquence et sur la durée. Pour l'intensité, le problème est très facile à gérer. Utiliser une intensité absolue relative assez basse. Pour la durée, il y a plusieurs approches possibles, soit avoir peu de volume sur le mouvement, soit réaliser des séries courtes, soit des répétitions rapides, ou éventuellement une combinaison de toutes ces idées. Pour la fréquence, plus l'intensité et la durée seront basses, plus il aura du sens de chercher à ce qu'elles soient plus élevées. Dans le cas ci présent, j'ai opté pour un top set, un RPE moyen, je disais 6 un peu plus tôt. De cette manière, c'est l'athlète qui choisit la charge à utiliser et il y va au ressenti. Une série de 3 parce qu'ainsi la durée de la série est courte et sera peu impactée par la fatigue et donc la dégradation de la technique. Ensuite, quand même, pour soumettre l'athlète à un peu plus d'exposition, 2 séries de back-off sont programmées, des séries de 8 avec un pourcentage de back-off conséquent. Ici, c'était 20% sur les premières semaines. Ça a été un peu augmenté sur les semaines suivantes. L'idée est ici, encore une fois, d'avoir des séries relativement courtes dans le temps, beaucoup plus légères. Du coup, il peut se concentrer en fait sur la tension et aller vite. Toujours avec une intensité moyenne, mais qui vont permettre de travailler le conditionnement sur le mouvement. Je proposais un second mouvement, le halting deadlift, un peu plus tard dans la semaine. Je dois reconnaître qu'intégrer pareil mouvement aussitôt était risqué, et j'aurais voulu que ça se réveille payant, mais malheureusement, ça n'a pas été du tout. Le fait de passer plus de temps dans la région basse du mouvement a réveillé un léger inconfort, alors même que l'intensité utilisée était très basse, de l'ordre de 50%. Dans certains cas, j'aurais expliqué qu'il était normal de ressentir un peu d'inconfort dans son entraînement, et j'aurais probablement encouragé l'athlète à s'accrocher un petit peu, mais connaissant les antécédents du sujet, il eût été plus judicieux de changer cet exercice. J'ai opté pour du low block pull afin de ne pas sursolliciter ce bas du dos trop vite. Ça lui permet de charger un peu plus sur cet exercice, ce qui à moyen terme pourra le rassurer sur les capacités de son bas du dos et donc l'encourager à soulever in fine plus lourd sur son deadlift. Alors ça c'était vraiment pour l'approche que j'ai proposée. Alors cette approche, elle se base sur quoi? Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut stresser, qu'il faut remettre ces mouvements qui font peur à l'ordre du jour et surtout vouloir en fait les retirer le moins possible et tout de suite restresser un peu le sujet. Deux concepts qui me paraissent très importants de mentionner et qui devraient avoir une place de choix lorsque tu t'entraînes, que tu coaches ou que tu fais face à une blessure sont les concepts de résilience et d'hormèse. Alors, le concept de résilience est un phénomène d'abord décrit en psychologie comme étant la capacité à surmonter un traumatisme. Alors ces dernières années, c'est un concept qui a été étendu à la biologie au sens large et qui prend une place de plus importante dans les sciences du mouvement. Il est maintenant admis que le corps est un organisme résilient qui a donc la capacité de surmonter un stress tant physique que psychologique et surtout de ne pas se briser, de ne pas s'abîmer face à ce stress. De cette manière, lorsqu'un stresseur est appliqué, même de manière importante, il est peu probable que le corps casse. C'est un discours de réassurance qu'il faut avoir grâce à ce principe. En plus de ne pas se casser lorsqu'il est soumis à un stress, un organisme est capable de s'adapter. C'est le concept d'hormèse. Une petite quantité d'un stresseur est capable de préparer le corps à encaisser de plus grandes quantités de ce stresseur. C'est ce que l'on souhaite faire avec l'entraînement et encore plus particulièrement avec l'entraînement de force. On sait que l'exercice et l'entraînement sont des procédés hormétiques, donc de l'hormèse, par nature qu'ils induisent des adaptations qui vont nous permettre de pouvoir supporter de plus grandes doses de stresseurs. D'où l'intérêt d'appliquer graduellement
de plus grandes doses de stress afin de continuer à progresser. Donc en gros, on doit appliquer du stress pour progresser, mais en progressant, on devient plus résistant au stress, et donc il faut appliquer une plus grande dose de stress pour continuer à s'adapter et à progresser face au stress. Et donc je t'explique qu'un sportif entraîné a besoin d'un volume d'entraînement plus conséquent qu'un sportif débutant pour continuer à faire des progrès. Parce qu'en fait, il est déjà beaucoup plus résilient par rapport au stress, et s'il veut, donc il est déjà plus résistant, le stress ne va pas avoir le même effet stressant sur lui. Et donc, en plus, pour qu'il s'adapte, il lui faut encore une dose qui soit supérieure à ce qu'il y a déjà eu auparavant. Alors, ces deux concepts qui sont différents, mais qui ont déjà été réunis sous un concept plus grand, celui d'antifragilité développé par le professeur Nassim Nicolas Taleb. Une structure, en plus d'être résiliente, peut s'adapter et ainsi évoluer vers des niveaux de désordre et donc de complexité beaucoup plus importants. Un autre concept adapté à la biologie cette fois-ci est celui de criticalité. Il veut qu'en opérant aux alentours d'un point critique, on puisse améliorer le fonctionnement de réseaux biologiques comme le cerveau et la régulation des gènes. Pour opérer assez proche de ce point critique, il faut un stresseur d'une intensité suffisante pour exciter une réponse de l'organisme. Du coup, je reprends, parce que le principe d'antifragilité, c'est surtout un principe qui est appliqué en économie, en résistance des matériaux, et peu en biologie. En biologie, on parle plutôt de criticalité, puisqu'on parle plutôt d'un set point, et du coup, il faut dépasser ce set point, un peu ce que j'expliquais avec le principe d'Hormez, il faut dépasser ce set point avec un stresseur pour que le corps s'adapte et puisse développer de nouvelles compétences et, en fin de compte, progresser. Seulement, comme pour beaucoup de phénomènes, plus ne veut pas dire mieux. Les phénomènes biologiques mentionnés, donc la criticalité, l'hormèse et en fin de compte la résilience, suivent une relation de dose-réponse en U inversée. Jusqu'à un certain point, plus d'exercice, de stress, donc, va avoir des effets bénéfiques, et une fois passé ce point, au mieux, aucun bénéfice supplémentaire n'est induit, et au pire, les effets délétères peuvent se manifester. Cette relation dose-réponse va dépendre de nombreux facteurs individuels comme l'âge, l'expérience, le type de sport pratiqué, le sexe, les comorbidités, donc si on a quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, qui a des problèmes respiratoires, qui a du diabète, qui a d'autres pathologies, et en fin de compte, plein d'autres facteurs. Si tu veux en apprendre plus sur le sujet, n'hésite pas à laisser en commentaire que tu as envie d'être un peu plus intéressé sur ces sujets-là, donc d'hormèse, de stress, je peux faire une vidéo là-dessus, c'est un sujet qui me passionne à fond. Donc, l'idée, elle est qu'il faut comprendre, si je veux que tu retiennes quelque chose de cette vidéo qui durera quand même la bagatelle de 25 minutes, c'est vraiment l'idée qu'il faut soumettre l'organisme à un stress pour promouvoir des adaptations et donc des améliorations. Bien évidemment, ce stress ne doit pas être trop important, sinon il n'est pas possible pour l'organisme de faire face. Il peut donc résulter des blessures ou l'apparition d'un état pathophysiologique. Du coup, si on a trop de stress de manière chronique, qu'est-ce qu'on peut développer? Si tu as lu mon article sur la trop haute intensité d'entraînement, le burn-out, un phénomène de surentraînement, juste perte de motivation dans le meilleur des cas, mais voilà, du coup il faut bien monitorer ce stress et donc faire gaffe de ne pas en appliquer trop. C'est pour cette raison que l'exposition gradée et la surcharge progressive doivent se faire de manière diligente. Du coup, on reprend. Quelques instants, ça va. Si tu as quelqu'un qui présente la même chose, qui veut éviter de faire un mouvement, la première chose à faire, c'est de jouer sur l'approche comportementale, c'est de rassurer, lui dire que le corps est résilient, que le corps s'adapte. Comme on l'a vu en cette fin de vidéo, il y a des principes biologiques qui sont très importants, et donc, et ils fonctionnent, du coup, il faut juste rassurer la personne. Une fois qu'on a fait un peu ça, il faut expliquer que la douleur, c'est une expérience qui est totalement unique, qu'elle dépend d'un individu à l'autre, qu'elle va même dépendre du sexe, de l'âge, de l'expérience de vie, du type de sport pratiqué, et qu'en fin de compte, douleur, ça ne veut pas dire dommage. Ça, il faut bien le comprendre. Parce que c'est pas parce que tu as mal, genre quand tu as une peine de cœur, tu peux parfois te sentir encore plus mal, avoir en fin de compte plus mal que si on t'avait coupé le doigt ou que tu avais reçu un poids de 5 kg sur le pied. Tu vois? Oui, par exemple, tu as reçu un poids de 5 kg sur le pied, ça te fait mal, pas pour autant que tu as quelque chose de cassé, tu as peut-être juste un petit vaisseau éclaté. Tu vois, c'est le meilleur exemple. Il ne faut pas se dire que douleur égale dommage. Ensuite, on essaie d'avoir une approche d'exposition gradée. On parle avec le sujet, on voit quels sont les mouvements qui lui font peur, alors on essaie de les exploser et de les décomposer. Par exemple, le deadlift, c'est un mouvement avec un poussé au départ et puis un hinge, en simplifiant, ce qui n'est pas exactement le cas puisqu'ils se font de manière à peu près simultanée. Mais par exemple, ici, la composante de hinge, on l'a reprise, on l'a cassée,
et on l'a isolé, pardon. Et donc il a pu faire du hip thrust, du good morning et travailler là-dessus, même du RDL. Pour la phase de poussée, il continue à faire du squat, à faire du travail unilatéral sur une jambe, du coup il n'y avait pas du tout de problème. Une fois qu'on est passé ça, on passe à des mouvements un peu plus compliqués, on réintègre du deadlift, et là il faut encore y aller d'une manière progressive. Par exemple, en commençant avec un RPE très bas, puis avec une fréquence relativement basse et une durée qui soit basse. Ici notamment, sur la durée, j'ai choisi quoi? Une série plus lourde qui soit très courte, et après des séries plus légères qui soient bien plus légères et qui soient un peu plus longues pour avoir un peu plus d'exposition, mais globalement l'exposition au deadlift, avec le deadlift, elle était relativement courte sur le total de la semaine. Une fois que c'est ça, ne pas hésiter aussi, pardon, comme ici j'avais mis du halting deadlift, à se rendre compte qu'en fin de compte c'était un petit peu trop tôt, donc on fait un petit pas en arrière. Alors le block pull c'est aussi une composante, c'est aussi un exercice sur lequel il y a une phase de poussée et une phase de hinge après, et justement on est pile au point où elles sont simultanées, donc c'est pas trop un problème. Si j'arrivais pas trop de douleur ou un petit peu d'inconfort, ce qui peut être normal aussi, il faut aussi l'accepter un petit peu, cet inconfort lorsqu'on s'entraîne depuis un certain temps, puisqu'il faut justement plus de stress pour faire de nouvelles adaptations. Il faut le supporter un petit peu, ce stress, c'est dur à l'accepter, et donc ici il le tolérait beaucoup mieux avec du block pull qu'avec du halting deadlift qui lui réveillait beaucoup plus d'inconfort, une gêne, voire une légère douleur. Et donc, en fin de compte, ce que je veux dire là-dedans, c'est-à-dire, voilà, il faut avoir cette exposition un peu gradée. Et donc, ici, il avait peur du deadlift. On l'a mis un peu de côté au début. On a décomposé la phase de hinge. On a travaillé sur cette phase de hinge. Quand on l'a renforcé, qu'il a travaillé aussi beaucoup de dorsaux, beaucoup de milieu du dos pour garder ce dos beaucoup plus droit, beaucoup plus solide, on a pu réintégrer du deadlift. Le deadlift se passe plutôt bien. Alors sur le top 7 en général ça va, c'est parfois les back-off qui sont un peu plus embêtants, du coup on règle un petit peu de semaine en semaine. Mais voilà du coup ce que ça dit. C'est ce qui clôture cette vidéo. J'espère qu'elle aura été instructive et qu'elle pourra se révéler utile dans ta pratique, ou si ça se présente pour quelqu'un que tu connais. J'espère également que tu n'auras pas oublié de liker la vidéo et de la partager avec toute personne qui pourrait rencontrer un cas similaire. Et donc voilà, je compte sur toi pour la partager. J'espère que le fait que je lise un peu mes notes en simultané ne t'a pas trop embêté. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, je suis ouvert à tout. Si la fois prochaine tu dois faire un effort plus important de mémorisation pour pouvoir t'expliquer tout ça, ce sera pas un problème, mais comme tu peux voir la vidéo est pas très courte, donc ce serait quand même pas évident, ça me soulage d'une grande partie de l'apprentissage, bien que j'ai quand même écrit. Enfin, tout ça pour dire à bientôt, profite bien de cette période malgré tout pour stay strong, get smart.